suivez à l'instant même sur la télé du 21e siècle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission. Ce soir encore, 3 sujets au menu, mais d'abord nous commençons avec l'international. Exception aux États-Unis, le chef du Pentagone claque la porte. James Mattis, considéré comme la voix de la modération au sein du cabinet Trump, a annoncé jeudi 20 décembre qu'il quitterait ses fonctions fin février. Sa lettre de démission souligne des désaccords profonds avec la politique menée par le président américain. Et puis nous allons nous rendre au nord du Mali. La plupart des groupes armés dépendent aujourd'hui financièrement et logistiquement du narcotrafic. Le trafic de drogue y est en plein essor. Nous allons revenir aussi sur cette actualité. Et enfin, nous retournons en Guinée pour parler de l'idéologie, en tout cas développée par l'ancien président de la Guinée, le feu Ahmed Sékou Touré. Ça sera bien sûr avec le vice-coordinateur chargé de la stratégie, mais aussi de la communication. Voilà qui sera avec nous dans cette émission. Encore, bonsoir et bienvenue. De retour sur ce plateau, à ma compagnie sur ce plateau, comme toutes les soirées, il s'agit bien sûr de notre analyste Idrissa Condé. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Traoré, et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, je disais qu'il était avec nous, mais nous allons garder encore la surprise. Juste, on va le saluer quand même parce qu'il sera avec nous dans la dernière partie de cette émission. Il s'agit de monsieur Mouloukou Suleiman Touré. Bonsoir, monsieur Touré. Bonsoir à vous, monsieur. Bienvenue. Merci, monsieur Mouakar. Voilà, on va commencer avec les États-Unis. Finalement, James Mattis annonce, le général 4 étoiles annonce sa démission au sein de l'administration Trump. Finalement, qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump? Si on se rappelle bien, ce mois de décembre, il y a eu au moins plus de 3 démissions au sein de l'administration. Je pense qu'il y a des difficultés pour l'ancien chef du Pentagone, James Mattis, avec le président Donald Trump, par rapport justement à la gestion de l'armée américaine. Vous avez suivi qu'il est parti parce que le président ne l'a pas consulté pour nommer par exemple le chef d'état-major général des armées américaines et qu'il est le chef du Pentagone. Le Pentagone, c'est l'état-major général des armées américaines, donc l'équivalent du ministre de la Défense. Donc c'est très important dans ce qui se passe aux États-Unis de comprendre que le président Donald Trump est en train de prendre des décisions unilatérales sans consulter ses conseillers immédiats. Quand même, il faut noter qu'à l'arrivée du président Donald Trump à la Maison Blanche, James Mattis était considéré comme étant l'un des plus proches conseillers du président Donald Trump. Et l'un des conseillers qui pouvait quand même le faire changer d'avis. Absolument, parce que c'est un général 4 étoiles, qui est un Marines, un général qui n'a pas sa langue dans qui sa n'a poche. pas, qui a eu ses diplômes dans l'armée, qui a gravi tous les échelons et qui est un vétéran de la guerre dans beaucoup de pays. Donc il était très important sur cette lancée de considérer le fait très important que dans la généralité institutionnelle, on était dans une optique où l'administration Trump devait consulter sur des questions hautement stratégiques, notamment la question des forces de défense et de sécurité, également la question du déploiement à l'international des forces armées américaines. Vous avez suivi le retrait américain de la Syrie, probablement ce sera le cas en Afghanistan. Et donc au point de vue de la géopolitique internationale, il y a un recentrement de la politique étrangère des États-Unis en termes de sécurité. Et j'avoue très honnêtement que dans la généralité institutionnelle, cela a un impact sur l'administration Trump. Est-ce une fuite en avant, surtout avec ces différentes annonces faites par Donald Trump, des décisions des fois administratives qui sont annoncées directement par le président américain via des réseaux sociaux tels que Twitter? Non, bon, il n'y a pas de difficulté parce que Twitter est un outil moderne de communication. Il n'y a pas de problème par rapport à l'utilisation de Twitter par le président Donald Trump. Mais ce qui est important dans le fonctionnement institutionnel des institutions constitutionnelles aux États-Unis, c'est la nécessité de consulter. Le président de la République ne prend pas des décisions parce qu'il veut les prendre. Il est obligé de consulter ses conseillers. Le chef du Pentagone est quand même la première autorité de l'armée. On doit le consulter quand on doit prendre des décisions qui ont un impact direct sur la vie des forces de défense et de sécurité. Et donc cet unilatéralisme dans les prises de décision a un impact. Le chef du Pentagone dit qu'il s'en va au mois de février. Il met clairement dans sa lettre de démission ces désaccords profonds
relations avec le président Trump par rapport aux questions éminemment géostratégiques et politiques. Et j'estime que de ce point de vue-là, évidemment, il a tout à fait raison de claquer la porte parce qu'il ne se sent pas à sa place. Vous savez, quand vous êtes en poste de responsabilité, quel que soit le niveau, quand vous pensez que vous n'êtes pas consulté, que vos avis ne comptent pas et que votre proposition ne compte pas, évidemment, qu'est-ce que vous faites? Vous en tirez la leçon et vous en allez. Je pense que c'est normal. Maintenant, on verra quel va être l'impact de ce départ de James Mattis du Pentagone, à la fois sur l'administration Trump, mais également sur le système administratif du Pentagone. Toujours hors de la Guinée, précisément au Mali, la plupart des groupes armés dépendent aujourd'hui financièrement et logistiquement du narcotrafic. Le trafic de drogue y est en plein essor actuellement dans cette région. Aujourd'hui, la question inquiète pour la sécurité même de la région. Idrissa Condé, finalement, est-ce que aujourd'hui la guerre du Nord Mali engendrer en tout cas ce problème aussi de narcotrafic ne va pas en tout cas envenimer encore la situation dans cette région, quand on sait bien que ces derniers moments, il y a eu aussi des révoltes, surtout des violences interethniques dans cette région du Mali? Je pense que la guerre au Nord Mali est un conflit majeur dans la sous-région, notamment au Sahel. Et vous savez que le droit du conflit armé international au Mali est très important. Vous avez suivi en 2013 la résolution 2085 du Conseil de sécurité qui a déployé au Mali des forces internationales, notamment la MINUSMA, composée des armées africaines, mais également de l'armée française. Et donc aujourd'hui, la situation au Nord Mali est une situation très inquiétante pour la stabilité du Mali. Heureusement que l'armée française et les forces internationales ont réussi à stopper les rebelles dans leur élan de destruction du Mali et de la création de l'Azawad, le mouvement national pour la libération de l'Azawad, mais également quand vous prenez les groupes djihadistes, notamment le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, le Moujao, vous prenez Al-Qaïda au Maghreb islamique, vous prenez les autres groupes terroristes en Sardine et autres qui sont au Nord Mali. Je rappelle que le Mali c'est plus d'un kilomètre, 1 million de kilomètres carrés. Le Mali c'est plus d'un million de kilomètres carrés et le Nord Mali fait plus de 700 000 kilomètres carrés. Quand vous prenez les régions comme Kidal, Tombouctou, Gao, c'est des régions désertiques. Même la Guinée participe justement à cette mission de paix des Nations Unies avec le contingent Gangan. Donc il est très important qu'on comprenne cette situation classique du droit de la guerre au Nord Mali. Et ce droit de la guerre, conformément aux conventions de Genève de 1940, de 1948 si je me trompe et 1977, le protocole national de 1977 sur le droit des conflits armés doit pouvoir s'appliquer. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à stopper les rebelles dans leur élan de destruction du Mali. Mais il y a la question de la sécurité des régions du Nord, notamment Gao, Tombouctou, Kidal, où il y a le désert et où les rebelles font du narcotrafic. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de ressources de revenus parce que Kadhafi, qui constituait, je rappelle que les rebelles qui étaient en Libye et qui ont aidé le colonel Kadhafi à combattre l'insurrection populaire à Benghazi contre le colonel Kadhafi, se sont retrouvés au Mali avec des armements sophistiqués et beaucoup d'argent. Mais avec la lutte de la communauté internationale, il y a eu une désaffiliation en termes de sources de revenus et qu'aujourd'hui, la principale activité de ces groupes armés, c'est le narcotrafic. Donc la bande de drogue... Chose qui inquiète justement dans la région parce qu'il y a un moment, la région était réputée être quand même le centre des trafics de drogue. Aujourd'hui, encore qu'on nous en parle, après des enquêtes menées par des organisations sur la région, cela devient encore de plus en plus inquiétant quand on sait bien que au-delà des armes, maintenant, c'est la drogue qui s'invite dans cette région. Absolument. Il y a un trafic énorme de la drogue et vous savez que les rebelles n'ont pas de source de revenus, donc il faut créer bien une source de revenus et que aujourd'hui le trafic de la drogue constitue la principale source de revenus de ces rebelles-là et pour financer le djihadisme. Donc il faut que le gouvernement du Mali, mais également les forces internationales qui sont déployées au Mali, notamment le Conseil de sécurité, puissent donner un mandat offensif parce que en droit international humanitaire,
humanitaire, ce qui fait mal, c'est que quand les forces des Nations Unies n'ont pas un mandat défensif, offensif, ils ne peuvent pas aller à la recherche des rebelles et les éliminer. Si le mandat est défensif, ça veut dire qu'ils ne peuvent agir qu'en cas de légitime défense. Donc pour lutter contre la vente de la drogue et contre le trafic de la cocaïne, il faut que les compétences, justement, le mandat est-ce qu'il faut encore réviser le mandat? Absolument, absolument. Il faut conférer au mandat des forces internationales un mandat défensif et plutôt offensif. Que ce ne soit pas un mandat défensif, mais un mandat offensif qui permet aux forces internationales de combattre les rebelles, de les traquer et de les éliminer et de faire en sorte que le roseau qui est ouvert justement dans cette région parce que l'État est absent et que la région est densément... L'immensité de la région fait aujourd'hui qu'il y a des atterrissages de vols dans cette région, chaque fois, en tout cas de cargaison de drogue dans la région, et chose qui se retrouve finalement dans tous les pays ouest africains. Oui, il y a un danger pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Pourquoi? Parce que la CEDEAO, qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, je rappelle qu'il y a le G5 Sahel aussi, avec le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, qui travaille sur la paix au Nord Mali et qui est financée par la communauté internationale. Donc il faut généralement travailler sur la synergie d'action pour conférer plus d'efficacité aux forces internationales. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait autant d'armées au Nord Mali et qu'on nous parle de groupes armés. C'est inadmissible, M. Traoré. C'est inadmissible. C'est inadmissible parce que les armées africaines, l'armée guinéenne, l'armée tchadienne, l'armée sénégalaise, l'armée ghanéenne, nigériane, les forces françaises, c'est incompréhensible. Y a-t-il un espoir aujourd'hui de voir le bout du tunnel quand on sait bien que dans cette région, non seulement il y a le narcotrafic, de l'autre côté, il y a cette guerre civile dans cette région, le terrorisme, mais au-delà aussi, oui, il y a un autre problème qui s'invite dans la danse aujourd'hui, ce sont ces violences intercommunautaires. Oui, parce que vous savez historiquement que les Touaregs qui peuplent cette région du Mali se sentent marginalisés dans l'appareil d'État au Mali. Les Touaregs se sentent marginalisés. Ils ont toujours pensé qu'ils ne sont pas suffisamment pris en compte par Bamako et qu'ils ne sont pas représentés dans le gouvernement. C'est pourquoi j'ai suivi quand le président Ibrahim Aboubacar Keïta est arrivé au pouvoir, il a tout de suite nommé un fils du Nord comme ministre des Affaires étrangères. Et donc il les a mis dans l'administration. Mais toutes ces réalités, vous savez, M. Traoré, renvoient à la question de la capacité des États africains à assurer la sécurité des territoires et des populations. Je pense que le Mali est un pays souverain et qu'il a la responsabilité de l'armée malienne de pouvoir assurer la sécurité des territoires. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une incapacité notoire des forces de défense et de sécurité du Mali à assumer la sécurité du Nord. C'est ce qui justifie l'attention de la communauté internationale et le déploiement justement de ces forces internationales qui interviennent au Mali pour maintenir la paix et la stabilité internationale conformément au chapitre 6 et 7 de la Charte des Nations Unies, mais également à l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui prévoit le maintien de la paix et la sécurité internationale. Donc il est très important que ce qui se passe au Mali soit pris en compte parce qu'il y a la CEDEAO qui est menacée, mais il y a également l'Algérie qui fait frontière avec le Mali, le Maroc, l'Europe même qui est menacée, les pays du Maghreb qui sont menacés. C'est pourquoi le Conseil de sécurité avait très tôt compris en 2013 pour justement prendre la résolution 85 fin 2012 pour déployer justement ces forces multidimensionnelles au Mali qui sont sous le drapeau des Nations Unies et qui travaillent constamment justement au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et nous pensons que pour arriver à bout des groupes terroristes et djihadistes au Nord Mali, il faut une synergie d'action offensive et non pas défensive parce que comment voulez-vous qu'ils vivent s'ils ne vendent pas de la drogue? Donc il faut la question reste en tout cas posée dans cette émission, une synergie d'action de toutes les armées pour sauver la paix au Nord Mali.